Bon, bonjour, bonjour à vous tous. Je suis ravie de venir passer ce petit moment avec vous et d'essayer voilà, de comprendre ce que les neurosciences nous apportent aujourd'hui, compte tenu que c'est une discipline qui s'est beaucoup vulgarisée depuis de nombreuses années. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir que je viens vous présenter cette discipline et comment voilà, la faire rentrer dans nos disciplines autour de l'éducation. Donc, je me présente très rapidement à vous. Je suis éducatrice de jeunes enfants, donc je suis française. J'ai suivi mes études sur le critère des études françaises. Donc, je suis éducatrice de jeunes enfants. Je suis montessorienne de formation initiale. J'ai travaillé pendant plus de 6 ans dans un jardin d'enfants Montessori, donc avec des enfants de 2 ans et demi à 4 ans et demi. Donc d'âge mélangé, ce qui était très intéressant par rapport effectivement à la notion d'apprentissage. Et puis 2 ans en cours préparatoire, donc là rattaché vraiment à l'éducation nationale. Je vous parle de ça il y a voilà, plus de 30 ans en arrière maintenant. Donc l'éducation nationale qui était encore très timide par rapport à Montessori et qui avait un regard plutôt un peu critique sur notamment la notion d'autonomie dans l'apprentissage et de libre circulation, par exemple. C'est des choses qu'on avait beaucoup visitées ensemble parce que dans Montessori, dans la pédagogie Montessori, l'enfant se déplace vraiment dans l'espace et intègre l'espace. Il y a une libre circulation. Et en fait, c'était quelque chose voilà, qui bloquait un petit peu à l'époque, alors que maintenant, on commence à le revisiter et à voir comment on peut appréhender les choses différemment. Suite à cette expérience montessorienne, en fait, j'ai repris mes études et j'ai fait un master en sciences de l'éducation, donc ce qui m'a permis d'avoir une ouverture beaucoup plus pluridisciplinaire. Et je trouve que c'est une approche qui est extrêmement intéressante parce que, justement, on va le voir aussi à travers les neurosciences, mais la lecture pluridisciplinaire d'un terrain est d'autant plus riche et d'autant plus intéressante que, plutôt que de se focaliser que sur la psychologie, que sur la pédagogie, que sur tout ce qui est aussi ergonomique et tout ce qui est environnemental. En fait, on va croiser ces regards. Et je trouve qu'en croisant ces regards, en tout cas, c'est comme ça que moi, je travaille aujourd'hui, c'est cet apport interdisciplinaire, pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on va tisser nos connaissances pour qu'on ait une réponse le plus adaptée possible aux besoins de l'enfant. Donc moi, aujourd'hui, je fais de la formation, voilà, comme aujourd'hui. Mais mon cœur de métier, vraiment, c'est d'être dans de l'accompagnement pédagogique avec des équipes, c'est-à-dire que je fais de l'observation et à partir de ces temps d'observation, dans cet instant T, ce qui est intéressant, c'est de reprendre avec les équipes donc le sens des choix des activités, le sens peut-être du rythme, du découpage temporel aussi. Donc, on essaye de donner du sens pour que l'enfant puisse effectivement être, comment dire, dans quelque chose qui ne le contraint pas trop par rapport à son propre rythme et par rapport à ses propres compétences. Donc, ces séances d'observation, elles sont effectivement d'une richesse incroyable parce que c'est dans cet instant T qu'on arrive à trouver, enfin qu'on essaye de trouver toutes ces réponses adaptées et c'est très complexe parce que vous faites des métiers qui sont extrêmement compliqués, extrêmement endurants, où on a quand même un défi assez extraordinaire de se dire, voilà, on va mettre en collectivité un groupe d'enfants de moins de 3 ans, ou peut-être jusqu'à 4 ans, mais même si on va jusqu'à 5 ans, ce sont quand même des tout petits. Et on a besoin de tous ces éclairages, on a besoin de se poser, de réfléchir, de voir comment ça fonctionne. Et c'est vrai que depuis quelques années, j'ai travaillé aux côtés de Josette Serre, donc, qui est docteur en neurosciences, qui a été voilà, qui a fait partie du laboratoire de neurosciences à Paris Descartes sur donc la faculté de Paris. Et je trouve que c'est intéressant parce que
tous ces chercheurs, pendant des années, ont scruté le cerveau de nos bébés, en fait. Et là, on a fait vraiment, alors pour le coup, une connexion entre nous pour que ces connaissances scientifiques puissent nous apporter un éclairage vraiment très intéressant. Donc, on va se promener un petit peu voilà, dans une présentation qui est mon support. Je vais essayer d'être le plus ludique possible, évidemment, pour essayer de comprendre comment on peut, avec ces connaissances-là, adapter le quotidien de nos collectivités. Donc, je vous disais, accompagner des jeunes enfants dans leurs apprentissages, c'est un projet qui est très ambitieux, en fait, parce que c'est une rencontre entre, d'abord, des repères éducatifs qui sont donnés par les parents, ou pas, donnés ou pas, du reste, ce sont des histoires de vie, ce sont des sensibilités qui vont se rencontrer, tout comme le professionnel qui, lui, a sa propre sensibilité aussi, sa propre histoire évidemment, ses propres connaissances. Et donc, il faut que tout ça, ça se tisse et ça se rencontre. Et parfois, c'est un petit peu compliqué. Les métiers autour de l'enfance, ils ne s'inventent pas, c'est pas possible. Ils s'apprennent entre la théorie et la pratique. Et je pense que, voilà, que ce soit en Suisse ou en France, nos politiques sont peut-être un petit peu pas sceptiques, mais en tout cas ne connaissent peut-être pas suffisamment les besoins fondamentaux des enfants et ne s'imaginent peut-être pas la complexité que représente le fait de relever ce défi quotidien d'accueillir des enfants tout petits dans un contexte collectif. Le contexte collectif, il n'est pas naturel en fait pour l'enfant. Donc on va le mettre dans cette situation-là et on va lui demander en plus de rentrer dans un modèle où tout le monde va faire la même chose en même temps. Et on va se rendre compte que parfois c'est bien plus difficile qu'il n'y paraît. Aujourd'hui, on a des connaissances précises pour accompagner l'enfant vers son autonomie. Hein, donc, c'est le but principal de pouvoir effectivement le conduire vers cette autonomie. Mais ce qui est d'autant plus compliqué, c'est que il ne va pas être tout seul, et ce qui est très bien puisque c'est un être social, donc il a besoin effectivement du groupe pour pouvoir se développer, mais il a besoin de ce groupe, peut-être pas tout le temps, peut-être pas sur des temps particuliers. Or là, on va gérer un groupe dans une dynamique de groupe et inventer, créer cette dynamique de groupe. Donc c'est vrai que c'est pour le coup très compliqué. Et ce contexte, il est vraiment à prendre en compte. En fait, à partir du moment où on va réfléchir sur l'accueil de ce tout petit, on est obligé de prendre en compte ce contexte. Tout comme de l'analyse, par exemple, dans une classe, c'est pareil, on va comprendre le contexte, l'âge des enfants, le nombre des enfants, la répartition des enfants aussi. Par exemple, si vous avez de l'accueil régulier avec l'enfant qui arrive tous les jours à 8h30 et qui repartira à 17h tous les jours, ce n'est pas la même chose que l'enfant qui va venir occasionnellement dans la collectivité et qui, lui, va avoir besoin peut-être, parce que c'est pas le cas pour tous les enfants, mais en tout cas pour beaucoup d'enfants, avoir besoin de plus de temps pour comprendre les organisations, comment ça se passe, les repères dans l'espace, les repères dans les personnes qui vont l'accompagner, évidemment. Donc ce contexte, il est à prendre en compte. On va le poser très rapidement. Ce sont des enfants très jeunes, accueillis en collectivité. Donc, aucune notion de collectivité au départ, et même si cet enfant avait une notion de collectivité, le groupe, même pour nous, en fait, adultes, qui voilà, avons une maturité et un raisonnement possible, logiquement, cette collectivité, la notion de collectivité, elle est compliquée. Elle est compliquée pour trouver sa place, pour comprendre les enjeux des uns et des autres, les relations des uns et des autres, la place aussi, pourquoi pas dans l'espace, mais dans le jeu, dans l'activité, dans la libre activité aussi. Donc, c'est quelque chose qui est très compliqué. D'autre part, il y a des amplitudes de présence qui sont parfois très importantes. Vous avez des enfants qui font 7h, 19h sur des collectivités, ce qui veut dire que lui, il va rester sur cette amplitude horaire, alors que sur cette amplitude horaire d'enfants, il y a parfois 2 adultes ou 3 adultes qui vont se relayer. Ce n'est pas anodin, c'est-à-dire que l'adulte a pensé l'organisation de la collectivité en fonction de son besoin à lui d'adulte, c'est-à-dire qu'on couvre le besoin du parent qui veut aller travailler. Donc, il y a besoin d'un mode d'accueil pour son enfant, pour qu'il y ait un relais qui se fasse. Et cet enfant, lui, va rester dans les mêmes murs et parfois dans les mêmes salles aussi, sans pouvoir en sortir, peut-être 10 ou 11 heures
par jour, 5 jours par semaine. Donc, en fait, cet enfant va passer plus de temps dans la collectivité qu'auprès de ses parents. Ce qui n'est pas anodin non plus dans les choix pédagogiques et dans les organisations et dans les exigences aussi qu'on peut décrire. Il y a des niveaux justement d'exigence qui sont parfois différents entre les parents et les professionnels. Donc, comment ça se parle, comment ça se définit, comment ça s'explique aussi par rapport à ces règles au niveau de la collectivité qui, parce que c'est en collectif, on a des obligations, des contraintes évidemment, et comment l'enfant va intégrer ces contraintes et ses limites, ce qui est loin d'être effectivement simple pour lui. Il y a donc des programmes, des projets qui sont toujours plus imposants les uns que les autres. On a des projets qui sont extrêmement intéressants à lire, très riches au niveau intellectuel, j'ai envie de dire, et après, comment réellement, dans le principe de réalité, comment ça se met en place et comment on arrive à faire vraiment la passerelle entre ces projets qu'on a écrits, qui sont tous, voilà, qui tournent tous autour du projet du respect de l'enfant, on va dire, et à travers ça, comment concrètement, dans les principes de réalité, on va les mettre en place. Donc, il y a des choix pédagogiques, des attentes de résultats qui sont parfois incontournables. On veut que l'enfant, effectivement, voilà, soit propre à la fin de son séjour à la crèche parce qu'il va rentrer à l'école, qu'il puisse manger tout seul, qu'il puisse voilà, être dans ce développement de compétences qu'on espère pour tous les enfants. Et à côté de ça, ça peut être très compliqué parce que justement, son cerveau a un mode de fonctionnement et ce mode de fonctionnement, il est vraiment individuel. C'est-à-dire que c'est une grande machine qui va se mettre en place, mais dans un contexte où parfois, ça peut être très compliqué pour lui. Donc parfois, bon, évidemment, dans ce contexte, il y a des manques de moyens. Donc ça, c'est juste le petit clin d'œil pour dire on aimerait évidemment être dans quelque chose de très idéal et qu'en fait, ces manques de moyens nous freinent aussi. Donc, ce quotidien d'enfant, ce quotidien d'adulte, parce qu'il ne faut pas oublier les deux, c'est-à-dire qu'on va tricoter cette relation pédagogique entre l'adulte et l'enfant, ce quotidien et cette relation, elle va s'écrire au cœur d'une combinaison qui parfois peut être très compliquée parce que les contextes sont compliqués, parce que l'implantation, par exemple, sociale fait qu'on reçoit des familles en grande précarité, en grande difficulté, que dans un autre quartier, ce sont des histoires de vie aussi voilà, qui peuvent être très compliquées. Donc, tout ça, ça donne des profils et des contextes qui sont très particuliers. Donc, tout est une question d'équilibre. Comment le professionnel, l'enfant, vous n'oubliez personne en fait dans cette notion d'accueil, c'est-à-dire qu'il y a le parent avec son histoire, ses attentes et ses besoins. Au cœur de cette famille, il y a cet enfant qui va être accueilli dans une collectivité. Donc tout ça, ce contexte-là, on joue sur des équilibres qui sont extrêmement fragiles, mais où on peut le trouver. C'est-à-dire que c'est pas, faut pas partir du principe de se dire parce que c'est un équilibre, on va se casser la figure et on va pas y arriver. Au contraire, c'est très optimiste. C'est-à-dire que cet équilibre, il est là et que quand on le construit et qu'on répond véritablement aux besoins réels de l'enfant et qu'on comprend quand même comment, enfin surtout comment fonctionne l'enfant, en fait, les choses sont possibles. Donc, on va regarder maintenant comment cet enfant de moins de 6 ans va raisonner et va découvrir le monde. D'abord, il ne raisonne pas du tout comme un adulte. Donc, ce n'est pas la peine d'essayer de plaquer nos ressentis, notre analyse de situation, nos besoins sur ceux des enfants. En fait, l'enfant ne peut pas raisonner, ce n'est pas qu'il ne veut pas, mais il ne peut pas raisonner comme un adulte et il ne perçoit absolument pas le monde comme un adulte. Il a une perception, d'abord physique, il a une perception tout à fait différente, compte tenu que son champ visuel, déjà, est beaucoup plus rétréci que le nôtre, qu'il est beaucoup plus petit. On a travaillé notamment sur, là, ça fait plusieurs fois dans plusieurs crèches, pour retravailler les aménagements d'espace. J'ai demandé aux équipes de brancher le portable sur le mode caméra et de mettre en fait le téléphone à hauteur de regard d'enfant. Et on est rentré dans la crèche. Alors, il faut le faire doucement parce que si vous le faites avec votre téléphone, ça tangue vite fait et on a vite le mal de mer. Mais si vous le faites vraiment lentement et que vous balayez l'espace
à hauteur de regard d'enfant. Vous rentrez donc dans les espaces de circulation avec, il rentre dans la crèche, il va effectivement, passer d'une pièce à une autre. Il rentre dans l'espace d'entrée, donc où sont les porte-manteaux, où sont les casiers, où est la table de change pour pouvoir, effectivement, donc se déshabiller et puis, s'installer dans l'espace de vie. Comment on rentre dans l'espace de vie? Est-ce qu'il y a une barrière, pas une barrière? Est-ce qu'il la voit? Comment il la voit? Comment il passe la barrière aussi, hein, parce que des fois les enfants passent, au-dessus de la barrière. Donc à partir de ce film-là, on regarde la perception de l'enfant et on se rend compte que ça n'a absolument rien à voir avec notre perception d'adulte. Donc c'est extrêmement intéressant et je vous invite à le faire parce que finalement, notre perception, elle a un champ visuel beaucoup plus large, on est plus grand, donc on voit vraiment en hauteur et on s'aperçoit notamment que certains meubles pour le change, certaines étagères où on range les jeux, en fait, ce sont des immeubles en fait pour les enfants. Ils ont cette perception de voilà. Donc déjà, rien que la perception de l'espace, elle est totalement différente. Puis la structure intellectuelle n'a rien à voir avec la nôtre. Alors on va essayer enfin on va pas essayer, on va aller voir du côté des neurosciences pour justement avoir ces éclairages-là. Ce sont des connaissances qui sont extrêmement intéressantes. Parce que d'abord, nous avons un cerveau qui est câblé pour apprendre. C'est-à-dire que dès la naissance, c'est comme un tableau électrique. D'abord, notre cerveau fonctionne avec de l'électricité et de la chimie. Donc, c'est une grosse machine, en fait, qui est, voilà, au moment de la naissance, en fait, le bébé a tout comme un tableau électrique. Et en fonction de la stimulation, on va effectivement allumer les différents courants électriques. Il y en a déjà qui sont allumés puisque ça s'est déjà connecté dans le ventre de la maman durant toute la période périnatale. Donc, dans le ventre de la maman, il connecte déjà ne serait-ce que le goût, ne serait-ce que bien sûr l'oreille qui se met en place aussi. Donc, il y a déjà des connexions au moment où il va arriver sur Terre, en fait. Mais ce câblage, bien sûr, il va s'affiner en fonction de ses besoins et en fonction du moment. Alors, ce qui est très, très intéressant, c'est que, par exemple, il y a des câblages qui vont se faire dès la naissance par rapport à un besoin, notamment de mouvement et de déplacement dans l'espace, qui vont après, progressivement, ça fait comme un arbre, en fait, ces connexions neuronales, et elles vont s'élaguer au fur et à mesure que les acquisitions deviennent de plus en plus assurées. Donc, l'enfant n'est pas du tout un adulte incomplet, loin de là. D'abord, ce n'est pas un adulte, donc c'est un enfant avec des compétences sensorielles extraordinaires et où il va capter tout l'environnement par le toucher, le regard, les odeurs et surtout les répétitions. C'est-à-dire que plus il y a de répétitions, effectivement, ça va se mettre en place. Donc, il a tout ce qu'il lui faut, mais en fait, il n'a pas le mode d'emploi. Donc, toutes les connexions sont prêtes à être mises en place, mais comme il n'a pas le mode d'emploi, en fait, il va recevoir ce monde extérieur comme une tempête sensorielle, en fait, sans être dans la capacité de pouvoir se dire c'est chaud, c'est froid, j'ai faim, je suis fatiguée, j'ai envie de jouer, je veux la boule rouge, la boule verte. Tout ça, il ne peut pas, tout simplement parce qu'en fait, il n'a pas le langage. Donc, il a besoin de l'adulte pour construire ses compétences. Et je reviendrai sur l'absence de langage parlé, c'est-à-dire qu'il n'a pas la traduction en mots. Tout ce qui va lui arriver de l'extérieur lui arrive comme effectivement cette tempête sensorielle. Donc, il a des stimuli, des stimulations extérieures par le biais de l'adulte, par le biais des jeux, par le biais de l'environnement dans lequel il se trouve. Et son cerveau va intégrer tout ça sans pouvoir le traduire en mots. C'est-à-dire que vous, si par exemple, vous cherchez un endroit à aller, vous êtes un peu perdu, voilà, vous ne savez pas trop, vous allez lire une carte ou votre GPS va vous aider à vous rendre là où vous voulez aller. Et en parallèle de l'information que vous recevez, vous avez votre petite voix intérieure qui vous donne des informations et qui vous parle dans votre langue maternelle. Là, ce tout petit, il n'a pas ça. Donc, en fait, il a besoin de vivre des choses de manière répétée pour que son cerveau intègre que si, par exemple, une porte ou un battant s'ouvre, il y a quelqu'un derrière, ou il y a maman qui arrive, ou parce que Léo vient de partir, sa maman va arriver tout de suite après, parce qu'en fait, elle arrive toujours après la maman de Léo. Et donc, plus c'est fiable, plus c'est répété, plus la structure intellectuelle va se mettre en place.
mais c'est long, bien évidemment, puisque ça part de pas de enfin, il y a eu des stimulations dans le ventre de maman pendant la grossesse, mais quand il arrive effectivement dans l'espace aérien, j'ai envie de dire, là, il y a pas de comparaison. Tout est nouveau, tout est à découvrir. Donc ça veut dire que toutes les stimulations sont non seulement importantes, mais extrêmement intenses pour lui. Heu, Par rapport au bébé, notamment dans les périodes dites de familiarisation ou d'adaptation, c'est pour le coup plus évident de comprendre que tout est nouveau et qu'il ne peut absolument pas. On, enfin, on entend parfois dans certaines collectivités, prends sur toi. Enfin, voilà, ça fait 4-5 jours maintenant que tu viens à la crèche, tu connais comment ça se passe. Non, en fait, il ne connaît pas du tout comment ça se passe. Il va falloir qu'il répète les actions à l'identique et qu'il construise, que son cerveau comprenne et construise ses propres repères pour que les choses puissent se positionner et se faire progressivement. Donc, comme effectivement, il n'a pas ce langage, il ne peut pas se raisonner comme nous, on pourrait le faire avec cette petite voix intérieure qui dit, voilà, c'est maman, c'est papa, c'est Léo, c'est un jeu, c'est le moment de manger, j'ai faim, j'ai soif, tout ça, il ne peut absolument pas ni se le traduire pour lui, ni le traduire en mots pour nous au départ. Donc, les seuls moyens qu'il a pour nous alerter sur quelque chose qui ne lui convient pas, c'est de nous appeler et puis de pleurer si on ne vient pas suffisamment rapidement et puis de continuer à pleurer si notre réponse n'est pas adaptée. Donc en fait, le bébé n'est pas capricieux, le petit n'est pas capricieux en tant que tel. Il a des signaux qui lui sont lancés par son cerveau en fait, et de ces signaux, il va mentionner à l'adulte qui est en face de lui qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Donc ce qui est d'autant plus intéressant pour nous, c'est que en fait, sachant qu'il fonctionne comme ça, l'observation sera d'autant plus intéressante que plus on va observer, plus on va comprendre qu'il est dans une position qui ne lui convient pas, qu'il a quelque chose qui ne va pas, qu'il a besoin de nous. Et dans ces cas-là, on sera d'autant plus dans une réponse adaptée par rapport à son besoin. L'enfant est en apprentissage constant. Donc lui, il observe, il s'imprègne, il enregistre, il imite. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est une activité cérébrale qui est permanente. Donc, alors en plus, il a effectivement besoin du mouvement pour se déplacer et comprendre son environnement. Mais ce qui est tout à fait intéressant, c'est que quand on observe de manière enfin, fin et continue des bébés notamment, on se rend compte qu'ils ont une capacité d'observation incroyable. C'est-à-dire qu'ils vont balayer du regard tout l'environnement dans lequel ils se trouvent, en n'oubliant pas qu'ils ne nous voient pas de plein pied, mais ils voient d'abord nos pieds arriver dans les espaces de vie. Hein. C'est pour ça que, voilà, ayez des jolies chaussures, parce que c'est les premières choses qu'ils vont voir, et ils vont vous identifier par rapport à vos chaussures quand vous arrivez dans un lieu où les bébés sont sur le tapis, par exemple, et que le temps qu'il intègre, par exemple, vous êtes assis à côté d'un enfant, le temps qu'il intègre que vous allez vous déplacer et vous lever, si vous levez très vite et que vous disparaissez de son champ visuel, en fait, pour lui, vous avez disparu de cette présence dans laquelle il s'était ancré parce que vous étiez assis à côté de lui. Donc, si effectivement, il a la possibilité de vous suivre du regard, et ça, ce sont des travaux qu'on a menés dans plusieurs collectivités où on s'est concentré sur le fait que le bébé peut vous suivre du regard jusqu'au moment où vous quittez la pièce, de manière à ce qu'il comprenne que vous avez quitté la pièce et qu'il n'ait pas cette sensation de je le vois plus. Bon, le coucou caché, c'est sympa avec des jeux, hein, et la permanence de l'objet, on sait que maintenant l'enfant a la permanence de l'objet, que même si on cache, par exemple, un petit nounours derrière un écran, il va venir rechercher le petit nounours de l'autre côté. Il y a des expériences vraiment en neurosciences qui sont tout à fait intéressantes, que vous pouvez aisément retrouver sur YouTube par rapport à ça. Là, nous, on s'est focalisé sur le suivi du regard de l'enfant, c'est-à-dire cet enfant qui va comprendre que oui, je me lève, je me déplace, je suis toujours là visuellement, mais je suis à distance. Et le travail de à distance, d'autant plus là aujourd'hui où voilà, les masques sont encore présents dans beaucoup de collectivités, ce bébé qui ne vous voit que vous déplacer sans expression réelle du visage, parce que malgré tout, voilà, ce masque va vraiment masquer l'expression, l'émotion de l'adulte. Comment il vous suit du regard, c'est le seul moyen qu'il ait d'avoir
avoir suffisamment de sécurité affective dans l'environnement pour comprendre où vous allez et où vous vous déplacez et ce que vous devenez en fait. Parce que sinon, en fait, c'est on se lève et l'adulte n'est plus là et n'est plus présent. Donc là, sur la présence physique de l'adulte, on a énormément travaillé. Puis après, on a parlé aussi de cette présence psychique de l'adulte. Alors, il y a plusieurs éclairages précis qui nous aident beaucoup à comprendre ces réactions d'enfants un peu, voilà, un peu spontanées où on lui fait vite porter des mauvaises intentions, j'ai envie de dire. Donc d'abord, le cerveau, c'est un instrument de prédiction. Et ça, c'est très intéressant. Enfin, pour moi, quand je me suis penchée sur les neurosciences, ça a été vraiment une grande découverte. Je ne pensais pas que notre cerveau fonctionnait de cette manière-là. En fait, c'est parce que les choses se répètent à l'identique plusieurs fois qu'on peut prédire ce qui va se passer. Par exemple, vous prenez un objet, vous allez lâcher l'objet, il va tomber. Nous, on sait que effectivement, l'objet va tomber. Quand on était tout petit bébé, on a découvert ça, qui est bon, la loi de la gravité aussi, qui fait que on va découvrir toutes les lois physiques qui nous entourent, entre des choses plus légères, plus lourdes, des choses qui roulent, des choses qui ne roulent pas, des choses qu'on peut tirer, pas tirer, ma propre gravité aussi. Et puis tous ces repères dans l'environnement par rapport à la présence de l'adulte et par rapport à la réaction de l'adulte. Donc, par exemple, quand un enfant prend un objet et le jette par terre, on va lui dire bah, non, tu vois, tu le jettes pas par terre. Or là, il découvre vraiment la loi de l'objet qui tombe par terre. On va lui ramasser, on va lui dire bah, non, tu jettes pas, par exemple, la petite cuillère. Hein, bah, non, tu jettes pas ta petite cuillère. Donc là, il va reprendre la petite cuillère, il va la rejeter une deuxième fois. Donc là, on va lui dire bah, non, tu vois, tu peux pas mettre ta petite cuillère par terre. Et à la troisième fois, on va lui retirer en lui disant maintenant, tu vois, si tu jettes la petite cuillère, bah, je te la retire. Là, dans cet exemple précis, l'enfant ne vous provoque pas, l'enfant ne cherche pas à vous embêter. En fait, il cherche à vérifier que c'est la même réponse à chaque fois. D'abord, l'effet physique de la cuillère qui tombe, et puis la réaction de l'adulte qui dit non, c'est pas possible. Et en fait, avec tous les événements qui vont se passer autour de lui, l'enfant va progressivement comprendre ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, les causes, les effets, et il va intégrer. Et on l'intègre et notre cerveau nous joue des tours parce que, par exemple, quand vous êtes en bas d'un escalier et que vous appuyez pour appuyer, d'un ascenseur, pardon, vous appuyez sur le bouton de l'ascenseur pour l'appeler. En fait, s'il ne vient pas suffisamment rapidement, votre cerveau a intégré un temps de j'appuie, l'ascenseur descend et arrive. Si ce temps n'est pas dans votre propre représentation, on va tous avoir le réflexe de réappuyer sur le bouton de l'ascenseur. Or, l'ascenseur, il a bien intégré que vous allez l'appeler. Il y a des ascenseurs qui sont plus lents que d'autres, mais votre cerveau a intégré un temps de réponse. Regardez, quand vous êtes à un feu rouge et que le feu rouge tombe en panne, c'est compliqué. Le moment où on va avoir l'intention de dépasser ce qui est autorisé ou pas autorisé, et où le cerveau vous envoie un message en disant là, c'est pas comme d'habitude, c'est pas normal, il y a quelque chose qui se passe et qui n'est pas comme d'habitude. Le pas comme d'habitude, il se construit avec des répétitions pour que le cerveau puisse intégrer la manière dont le monde fonctionne. Et donc, pour l'enfant, c'est un tableau électrique qui va se mettre en place au fur et à mesure. Et on a besoin de cette prédiction pour après faire des choses tout à fait automatiques avec, je sais que je baisse la poignée pour ouvrir la porte, par exemple, je pousse la porte, effectivement. Donc, normalement, elle s'ouvre parce que je pousse la porte. Si je pousse la porte et que ça ne s'ouvre pas, je vais avoir le réflexe de la tirer vers moi. Il y a des portes qui s'ouvrent entre guillemets à l'envers. Et puis, si je tire ou si je pousse et qu'effectivement ça ne répond pas, là, votre cerveau va vous envoyer l'information que la porte est fermée à clé et qu'on ne peut pas ouvrir ou fermer la porte. Donc, c'est intéressant, hein, c'est un outil qui est absolument incroyable. Donc, il calcule et anticipe en permanence ce qui doit se passer en fonction de ce qui s'est passé jusque-là. En sachant que nous, toujours, on a le langage pour pouvoir l'analyser, ça. L'enfant, lui, ne l'a absolument pas. Il n'a pas le langage, donc en fait, son cerveau est en activité, en activité permanente pour comprendre les causes et les effets.
par exemple, vous prenez un bébé sur le tapis, vous le mettez sur la table de change, vous allez effectivement lui expliquer ce qui se passe, je vais te changer la couche, je t'installe là, tu vois, pour que ce soit plus confortable pour toi. Tous ces mots-là, en fait, ils vont avoir du sens au fur et à mesure, et puis peut-être qu'au-dessus de la table de change, il y a un petit mobile, et en fait, progressivement, l'enfant va intégrer que le portage, dans cet espace-là, avec ce mobile au-dessus de lui, il y a un lien en fait avec ce qui se passe au niveau de son siège, par exemple. Et il va intégrer que quand il est couché, qu'il voit le mobile, en fait, on va lui changer la couche. Puis progressivement, il va faire l'association aussi entre tu viens, je vais te changer la couche. Il y a des mots qui vont être répétés à l'identique parce que, bah oui, on lui dit qu'on va lui changer la couche. Donc, il va faire le lien et donc progressivement, il va intégrer le mobile, le lieu, la sensation corporelle et le fait qu'on va lui nommer la couche, et donc il va savoir que bah, c'est une couche. Et puis voilà, puis au fur et à mesure, tout comme son prénom. Au départ, le prénom, il a été choisi, il était peut-être encore dans le ventre de maman, donc il l'a entendu, c'est un son qu'il a entendu, puis quand il va naître dès la naissance, on va l'appeler par son prénom, puis quand il arrive à la crèche, il a 3 mois, on l'appelle aussi par son prénom, puis progressivement, voilà, il va prendre conscience de sa propre identité et il va faire le lien entre son prénom et lui. Mais c'est un cheminement long, progressif, qui ne se fait évidemment pas du jour au lendemain. Donc, l'erreur de prédiction, c'est-à-dire que quand ça ne se passe pas comme ça devrait se passer, par exemple, quand je vais vous donner un exemple. La semaine dernière, j'étais dans une collectivité et le petit Raphaël part systématiquement après Léa. Donc, la maman de Léa arrive et dans la foulée, pratiquement dans la foulée, sa maman arrive et ils sont dans la pièce d'accueil en bas. Ça se passe aux alentours de 17h30. Ce jour-là, la maman de Raphaël vient le chercher dans la salle d'accueil, pas dans la salle d'accueil, mais dans la salle de vie. Et donc, il n'est pas descendu dans la salle d'accueil et Léa n'est pas encore partie. Et là, voyant sa maman, il se met à pleurer. Donc sa maman lui dit ah, ben, je suis déçue, tu n'es pas content de me voir, je suis arrivée plus tôt ce soir et j'ai tout fait pour venir te chercher plus tôt. Et en fait, c'est très compliqué parce que dans ces repères, ça ne se passe pas comme prévu. Et donc, ce n'est pas la charge émotionnelle que nous, adultes, on va mettre, c'est juste que ça ne se passe pas comme ça se passait d'habitude. Et donc, c'est compliqué. Par contre, ce qui est très encourageant dans ces erreurs de prédiction, c'est que c'est l'erreur de prédiction qui va mettre en place tout le système cérébral. Et c'est vrai que l'erreur, elle est formative. Et ça, alors là, pour le coup, on va du côté de l'école où l'école, enfin, l'erreur ne devrait pas être sanctionnée, en fait. Bien au contraire, un enfant qui fait une erreur et qui cherche pourquoi il a fait l'erreur, il se met 2 fois plus en activité cérébrale que l'enfant qui, du premier coup, trouve les bonnes réponses. Donc, c'est intéressant, même pour les plus petits, c'est-à-dire de lui dire non, tu ne le fais pas comme ça, ou non, tu vois bien que ça ne rentre pas. Quand il va chercher, par exemple, 3 petits camions de taille voilà, croissante ou décroissante, quand il met le tout petit camion dans le gros espace vide du gros camion, en fait, il voit que ça rentre, mais oui, mais le gros camion, il ne rentre pas dans le tout petit espace du tout petit camion. Donc, en fait, son cerveau va essayer, retester autre chose pour pouvoir effectivement finir par trouver le gros camion, le moyen camion et le petit camion bien à leur place. Et ça, cette activité-là, elle est extrêmement formative. Donc, l'erreur, elle est formative. Et c'est pour ça que c'est vraiment intéressant de voilà, de pas sanctionner cette erreur. Le cerveau cherche des relations de cause à effet à toute vitesse. C'est-à-dire que, voilà, je pleure, l'éducatrice vient ou ne vient pas. Il y a une réponse spontanée, pas spontanée. J'ai une sensation. Et vous comprenez bien que quand je dis que c'est une tempête sensorielle, en fait, comme rien n'est identifié comme tel, déjà, nous, quand on a plusieurs stimulations à la fois, c'est très compliqué, mais on a notre langage qui va dire bah, je crois que c'est ça, peut-être que lui va venir, peut-être que ça va se passer comme ça. Et ça nous permet peut-être d'anticiper, peut-être, parce que des fois, c'est plus compliqué. Le bébé, le tout petit, lui, n'a pas cette possibilité-là. Ce qui veut dire que plus il y a de stimuli extérieurs, plus c'est compliqué d'ordonner et de prédire dans cet environnement-là. Donc, le cerveau trie les informations, évidemment, familier, nouveau. Donc, tout ça, ça se trie. Et c'est indépendant de sa volonté, en fait. Hein. C'est cette machine extraordinaire qui va
trier pour donner les informations et rechercher la cause et les effets. Il recherche des régularités, et ça, c'est très intéressant, parce qu'en fait, c'est tout ce qui va nous mettre sur la piste de l'organisation du quotidien de l'enfant, avec des choses répétées, des choses repérées, des choses où finalement, on sait que ça se passe toujours de la même manière. Quand on voit, par exemple, le trio infernal de l'organisation du matin, où vous avez effectivement l'activité, puis en sortie d'activité, en fin de matinée, vous avez le temps de change, le temps de repas, le temps de coucher. En fait, c'est un moment où l'enfant, il peut être un peu perturbé parce que c'est du collectif, donc tout le monde manger ensemble, c'est compliqué. Mais par contre, quand on annonce qu'on va manger, par exemple, et qu'on doit se laver les mains, quand vous avez des petits de 2 ans et demi, ils anticipent absolument toute cette situation-là et ils anticipent le lavage de mains, ils anticipent le passage à table, ils anticipent le lever de table et même jusqu'au coucher, parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'ils font de manière répétée tous les jours. Alors, c'est important parce que c'est important de bien le repérer, mais ce n'est pas toujours facile pour l'adulte parce qu'en fait, l'adulte, lui, il a l'impression de faire toujours la même chose. Mais pour l'enfant, ça, ce moment de la journée, il est extrêmement intéressant à observer parce que vous avez des enfants qui, là, sont vraiment dans l'anticipation. Ils ont très bien compris comment ça se passe. Et quand on leur dit, bah voilà, on va se laver les mains, hop, ils sont tous dans le coin pour aller se laver les mains. Ils passent aux toilettes. Ils passent aux toilettes d'abord, puis ils vont se laver les mains ensuite. Ils passent à table. Certains enfants vont s'asseoir toujours au même endroit. Ceci dit, nous aussi, peut-être qu'à la maison, on est aussi souvent à la même place. Et quand, par exemple, vous faites des formations et que vous avez 2 ou 3 jours de formation, ben vous reprenez tous la même place. Et que s'il y a 2-3 personnes qui décident de ne pas s'asseoir au même endroit, on sent le groupe qui est un petit peu perturbé parce qu'en fait, on a été dans une situation d'apprentissage de formation où on s'est tous retrouvés dans la même place et on a une perception et du formateur et de l'environnement autour. Ça ne bouge pas, donc ça rassure le cerveau qui, lui, du coup, laisse plus de place et d'autonomie par rapport aux situations d'apprentissage. L'enfant observe 3 fois une situation identique pour la considérer comme probable. C'est ce qu'on appelle l'intuition précoce. Alors là, c'est très intéressant. Si je reprends l'exemple de ma petite cuillère tout à l'heure, où il va le faire tomber une fois. Bon, on lui dit non, c'est pas possible. Il fait tomber une deuxième fois. On lui dit non, c'est pas possible. Et puis à la troisième fois, on lui dit ah non, écoute, là maintenant c'est bon, hein, je te l'avais dit, donc hop, je retire. Il n'a pas possibilité de vérifier la situation. Et donc, son cerveau n'a pas totalement intégré la probabilité que effectivement c'est un interdit, que la cuillère elle tombe. Enfin, il y a plein de choses dans cette petite cuillère qui tombe. En fait, hop, on repart à zéro et donc il va recommencer. Et en recommençant, lui, il est dans l'expérimentation, il n'y a aucune provocation de sa part, il est dans l'expérimentation de la cause et de l'effet, alors que nous, on va l'intégrer comme une provocation. Alors, on fait porter les mauvaises intentions à l'enfant, étant persuadé qu'effectivement, il provoque en permanence parce qu'il répète ses expériences. Donc ça, c'est intéressant de pouvoir le discuter en équipe. Parce que cette notion de provocation, elle n'est qu'une pure interprétation de l'adulte. L'enfant n'est pas dans la capacité de provoquer. Vous n'avez aucun enfant qui part à 2h30, à 2 ans et demi, pardon, il part le matin, aucun enfant va se dire je vais mettre la misère, entre guillemets, à l'éducatrice à la crèche. Non, bien évidemment que non. Contrairement à l'adolescent, qui lui va peut-être partir effectivement au collège en disant je vais mettre la misère à la prof d'anglais ou à la prof de maths, mais là c'est différent, c'est intentionnel, c'est prémédité et en plus c'est cautionné par les pairs, c'est-à-dire que ses copains vont lui dire non mais t'es pas cap ou non c'est pas possible, donc tout ça c'est prémédité. Le tout petit de moins de 3 ans, 4 ans, 5 ans, il n'est pas dans la préméditation. Il sera dans ce raisonnement-là bien après 7 ans, mais pas avant. Donc en fait, aucun enfant n'est dans la capacité, le tout petit n'est absolument pas dans la capacité de provoquer l'adulte. Alors, c'est un véritable chercheur, le bébé, et puis même ce petit garçon de 3 ans, c'est un chercheur. Il va être dans son environnement à capter ce qui se répète, ce qui se comprend parce que justement ça a été répété et donc ça a été assimilé par rapport à ça. Donc c'est intéressant, il a besoin de répéter parce que c'est un chercheur, justement. Il a besoin de répéter ses expériences et il a besoin de comprendre les causes et les effets.
Lui, ce qu'il veut, c'est comprendre le monde. Il n'est pas du tout dans l'idée de se dire « je vais embêter quelqu'un, je vais le provoquer, je vais comprendre ses limites », pas du tout. Il est dans la découverte de l'environnement avec tout ce que ça comporte d'inconnu aussi. Donc, d'éléments évidemment anxiogènes. Quand vous avez par exemple des équipes qui changent tout le temps, des déplacements dans l'espace en permanence. On voit par exemple dans des unités de vie de bébés que toutes les portes qui s'ouvrent, que ce soit les déplacements des adultes, que ce soit les parents qui rentrent avec les agents d'entretien qui rentrent, qui bougent. Alors effectivement, tout ça, ça doit cohabiter, bien évidemment. Tout le monde doit avoir sa place, mais ce n'est pas une place spontanée. Elle se réfléchit. Il y a peut-être des moments où on ne peut pas rentrer dans la collectivité pour que justement on puisse contenir plus cet espace sécure et rendre cet espace très sécure pour l'enfant pour qu'il prenne le temps de comprendre ce qui se passe. Et puis à d'autres moments, les portes peuvent s'ouvrir parce que, bah oui, parce que les agents d'entretien, évidemment, ont besoin de faire leur travail, parce que les parents ont tout à fait leur place à l'intérieur de la collectivité, mais comment on les fait rentrer, jusqu'où on les fait rentrer, comment on les installe aussi dans un espace d'accueil, peut-être, pour que ce ne soit pas voilà, une circulation intense de déplacement d'adultes dans l'espace. L'enfant, lui, il va penser positif. Par contre, il ne sait pas contrôler ses actions. C'est-à-dire que lui, il n'est pas à porter un jugement. Il n'a pas la notion de jugement, apparaîtra bien plus tard, et elle apparaîtra bien après 5-6 ans, quand effectivement la structure cérébrale lui permettra d'être dans le jugement. Par contre, il peut effectivement ressentir des choses agréables ou désagréables, notamment par exemple par rapport à l'alimentation. Il peut aimer des choses à un certain moment, et il peut ne pas aimer d'autres choses à d'autres moments. Le goût, il peut évoluer. De toute façon, il va évoluer tout au long de notre vie. Et on sait que, par exemple, sur des personnes âgées, même une personne âgée qui n'aimait pas le sucre va plus apprécier le sucre quand il sera bien plus âgé. Donc, tout ça va évoluer, c'est-à-dire que le développement de l'enfant, ce n'est pas quelque chose qui se fait de manière stable et de manière régulière. En fait, ça part dans tous les sens. De temps en temps, c'est un développement moteur, après c'est un développement du langage, après c'est développement de la perception de l'environnement, après c'est... Donc tout ça, c'est assez tumultueux, on va dire. Mais une chose est sûre, c'est que l'enfant, lui, ne pense pas négatif, il pense positif. Voilà. Il ne sait pas contrôler ses actions, il n'est pas là pour provoquer, mais tout ce qu'il fait, c'est de la découverte de son environnement avec tout ce que ça comporte autour de lui. Comme il n'a pas le mode d'emploi, en fait, évidemment, il a besoin de nous pour comprendre ce qui se passe autour de lui. Donc, de nous sur quelque chose, il a besoin d'un adulte fiable qui puisse effectivement anticiper peut-être ses besoins, comprendre ses besoins et ne pas le laisser en fait, se laisser engloutir par toutes ces informations sensorielles qui lui arrivent, ou à certains moments, effectivement, il peut être en état de panique vraiment, parce que c'est trop compliqué, il y a trop de stimulation autour de lui. Il n'a pas la notion de temps. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'on a tendance effectivement rapidement à dire à l'enfant, bah, tu vois, là, je vais te mettre tes chaussons, on va les goûter, puis maman va arriver. Si vous dites ce type d'information, en fait, l'enfant va s'attacher au dernier message, donc maman va arriver, donc il va se mettre devant la porte et il va peut-être pleurer parce que maman, justement, n'arrive pas. Et là, on va lui dire, non, 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 je t'ai pas dit que maman arrivait tout de suite. Et on reverbalise. Donc, on va recommencer en lui disant, bah, tu vois, je te mets tes chaussons, tu vas aller un petit peu dehors, et puis maman va arriver. Et là, hop, de nouveau, le message, c'est maman va arriver. Donc, il retourne à la porte. Et on lui dit, mais non, je ne t'ai pas dit que maman allait arriver. Si, vous venez de le dire. Et parti de ça, et de cette notion de temps, on a travaillé avec une équipe, donc le rapport au temps, en disant, on va parler aux tout petits, donc sur tous les âges de la crèche, on va leur parler qu'au présent.
D'abord, c'est hyper compliqué parce qu'on a besoin, nous, adultes, de se justifier. Donc, c'est je te mets tes chaussons pour aller jouer, j'en sais rien, dans la pièce à côté, ou je te mets tes chaussures pour aller dans le jardin, ou on va se mettre à table parce que c'est l'heure de manger. Donc, on a besoin de se justifier. C'est extrêmement intéressant. Ça nous demande une concentration terrible. Et cette concentration, elle est tout à fait bienveillante dans le sens qu'on n'est que à ce qu'on fait là, ici, maintenant, tout de suite. En fait, ce tout petit, c'est le roi de la pleine conscience. Donc lui, la notion du temps, c'est ici et maintenant, un tout petit peu perception, un tout petit peu d'avant, c'est-à-dire de quelques minutes de ce qui vient de se passer. C'est-à-dire que si par exemple maman vient de partir ou papa vient de partir, on peut lui dire, tu vois, maman est partie au travail ou papa revient te chercher tout à l'heure. Et puis un tout petit peu dans l'anticipation, c'est-à-dire dans le futur, à quelques minutes près. Mais il ne peut absolument pas se projeter sur qu'est-ce qui s'est passé ce matin au petit déjeuner alors qu'il est 10 heures du matin, ou qu'est-ce qui va se passer à 18 heures quand maman va venir te chercher. Donc, c'est le roi de la pleine conscience avec ici et maintenant. Intéressant, parce que nous, on est rarement dans ici et maintenant. Et cette notion de temps, en fait, on se rend compte que quand on parle au présent à l'enfant, l'enfant capte notre attention, répond instantanément à notre demande, et notamment avec des enfants qui avaient étaient plus perturbés dans cette notion de collectivité et avaient du mal à trouver leur place, on a calmé beaucoup d'enfants, on les a recentrés sur ici et maintenant, et vraiment, ça a été un travail qui était tout à fait intéressant. Donc, on se contraint maintenant, nous, les adultes qui aimons bien anticiper et voir sur 2 ou voire 3 heures ce qui va se passer, de se recentrer sur ici et maintenant. Et c'est vraiment tout un travail. La notion de temps, elle est très, très importante. Donc, effectivement, voilà, l'adulte ne sait pas manipuler, l'adulte sait manipuler malheureusement l'enfant, mais l'enfant ne sait pas manipuler l'adulte. Alors, se développer, en fait, c'est non seulement construire et puis, comment dire, activer des stratégies cognitives, mais c'est aussi apprendre à inhiber des stratégies qui rentrent en compétition. En fait, si je suis dans le libre choix, et là, ça, c'est une partie qui est extrêmement intéressante parce que avec les neurosciences, on est en capacité là aujourd'hui de réinterroger peut-être des pédagogies qui sont basées essentiellement sur le libre choix. Je pense à la pédagogie Montessori. En fait, si je choisis quelque chose, je renonce à autre chose. Si je vous dis, voilà, on va prendre un café ou un chocolat, si vous prenez le chocolat, vous renoncez au café. Si vous prenez le café, vous renoncez au chocolat. Voilà, le renoncement, en fait, c'est le choix fait que je ne prends qu'une seule chose dans mon choix. Donc, quand effectivement, on place l'enfant dans un libre choix, on va lui dire, voilà, tu peux faire de la peinture, tu peux faire des constructions, tu peux aller jouer à la piscine à balles, tu peux... En fait, si on ne veut qu'il ne fasse qu'une seule activité, on lui demande de renoncer aux autres. Or, on sait que dans le cerveau, le lobe frontal nous permet effectivement cette inhibition. Et l'enfant de moins de 6 ans n'a pas de lobe frontal. C'est-à-dire que ce n'est pas encore acquis, ce n'est pas encore développé. Donc, dans certains choix, on met l'enfant en difficulté parce qu'en fait, il n'est pas en capacité de renoncer. Et que le renoncement, il n'est possible qu'à partir de 6 ans, ce qui rend possible alors le choix, le vrai choix. Et quand un enfant, en fait, on a l'impression qu'un tout petit va choisir quelque chose, en fait, il va le choisir parce que la posture de l'adulte l'accompagne davantage, parce qu'en fait, c'est un faux libre choix, en lui disant, bah voilà, tu veux la gommette rouge ou la gommette verte. En fait, il va prendre les deux. On va lui dire, non, non, tu en prends une seule des deux. Bah, écoute, tu sais pas là, je te prends la verte. Et en fait, ce n'est pas un choix, c'est l'adulte qui va inhiber, qui fait l'action d'inhiber. Et c'est très intéressant, je trouve, parce qu'à certains moments, on est en plus dans une société où on laisse beaucoup de choix aux tout petits et que, en fait, d'abord, on s'en rend compte même pour nous adultes, trop de choix. Oui, tu le choix, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que si vous avez trop de choses à choisir, en fait, on ne sait plus.
Vous allez au rayon yaourt, il y en a tellement qu'en fait, on ne sait plus lequel prendre. Donc, on va le prendre par habitude. C'est le packaging, c'est la marque. En tout cas, on ne se pose même plus la question. On prend systématiquement celui-là parce qu'en fait, il y a trop de choix et on ne sait pas. Euh, et on se rend compte que par rapport à des activités, notamment par rapport aux tout petits, il est tout le temps dans le choix. Donc, on va lui dire qu'est-ce que tu veux mettre ce matin, comment tu veux t'habiller, avec qui tu veux jouer, qu'est-ce que tu veux manger, est-ce que tu veux aller dehors, pas dehors. Enfin, et qu'à certains moments, le fait de dire à l'enfant, tu vois, on va dehors, c'est une invitation qui, en fait, n'est pas un choix en tant que tel, c'est une invitation et c'est bien plus rassurant pour l'enfant. Donc, c'est intéressant parce que je pense que là, dans la place qu'on donne au choix et par rapport à ces tout petits, je suis convaincue qu'à certains moments, on les perd plus qu'autre chose. Donc, c'est vraiment, des thématiques qui sont extrêmement intéressantes à discuter en équipe pour essayer de voir comment chacun conçoit cette notion de choix et comment chacun euh, euh, est dans... On va très très vite sur le fait de dire, mais s'il n'a pas le choix, je lui impose. Mais ce n'est pas parce que j'impose sous forme d'invitation en disant, bah, tu vois, on va sortir, que je suis sur quelque chose de non respectueux. En fait, je pense qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même l'adulte qui est garant de la sécurité affective de l'enfant et qui sait ce qui est bon pour lui, en fait, quelque part. Donc, je me présente adulte, je me présente à toi, petit enfant de moins de 3 ans, je sais ce qui est bon pour toi. Donc, en fait, je vais t'inviter dans différentes choses en sachant que ça t'aide à grandir et que je te respecte dans toute ton humanité, dans tes rythmes, dans tes capacités, dans ce qui est possible et dans ce qui n'est pas possible. Donc, je pense que là, c'est important de pouvoir être dans cette réflexion-là par rapport à l'équipe. Alors, un autre point très intéressant, c'est la motricité qui est la base du développement cognitif. En fait, qu'est-ce que va nous dire la recherche? Très rapidement, le mouvement, il est indispensable pour comprendre le monde des objets et le monde des humains. Donc, plus il y a de liberté au niveau du mouvement, plus effectivement l'enfant peut explorer par son corps la notion de hauteur, la notion de poids, la notion, toutes les lois physiques en fait, qui vont entourer ce monde, et plus il va librement, alors là pour le coup, c'est pas un choix, c'est librement se déplacer dans l'espace, plus effectivement il va grandir avec beaucoup d'assurance. Bouger, bien sûr, c'est aussi communiquer, donc en groupe, les déplacements créent des rencontres, des occasions de communication. Donc, ils aiment jouer à plusieurs, sans pourtant, ce sont des êtres sociaux dès la naissance, mais après, ils vont apprendre à communiquer de plus en plus précisément. Puis le langage va effectivement donner des nuances et des informations tout à fait intéressantes. Les jeux moteurs en double exemplaire, identiques, provoquent des imitations très positives. Alors ça, c'est tout un travail qui a été fait notamment par Anne-Marie Fontaine, où elle a filmé des heures et des heures de jeux dans les crèches, et elle s'est rendue compte qu'effectivement, plus l'enfant est en libre mouvement, plus effectivement il va se mettre à être dans cette communication et à échanger et construire son langage. Mais plus les jeux seront en double exemplaire identiques, plus la notion de collaboration et de solidarité et de coopération vont se mettre en place. Donc les jeux en double exemplaire ou en triple exemplaire ou en quadruple exemplaire aussi vont créer ces notions de collaboration et de coopération. Donc, c'est aussi rendre, bien sûr, l'enfant acteur de son éducation. Plus la curiosité est grande, plus l'apprentissage est facilité, plus l'erreur est reconnue comme formative, plus effectivement il est acteur aussi, c'est-à-dire qu'on le met pas face à un échec, mais on le met bien face à quelque chose où il va chercher une autre solution pour que, effectivement, il va découvrir qu'il y a d'autres possibilités, puis peut-être la bonne, si toutefois il y a une bonne possibilité d'arriver sur quelque chose qui est formatif, en fait. Les punitions ne font qu'augmenter la peur, le stress et le sentiment d'impuissance. Donc, dès que vous mettez le cerveau en situation de peur ou de crainte, en fait, vous mettez le cerveau en situation d'alerte. Donc, si le cerveau est en situation d'alerte,
il arrête d'être dans une situation d'apprentissage. Donc, c'est très intéressant parce qu'en fait, en situation de stress, on ne réfléchit plus. Il y a une notion voilà, comment dire, très primaire, notion de survie. Et donc, le cerveau ne peut plus être en situation de réflexion. Il est comme en situation de repli. Et donc, on voit très bien quand l'enfant, par exemple, fait ce que nous, on nommerait une bêtise et qu'on va gronder l'enfant, en fait, il est sidéré, le cerveau arrête d'être dans cette situation d'apprentissage et il se met dans un instinct de survie. Donc, c'est intéressant parce que c'est vrai que pour le coup, l'enfant a besoin de sécurité affective, il a besoin de comprendre comment ça fonctionne et il a besoin effectivement d'être dans cette sécurité affective de base. Alors, je vais revenir sur cette notion de sécurité affective qui est extrêmement importante, avec la fiabilité de l'adulte, bien évidemment, un adulte visible dans l'espace, une cohérence des adultes, la cohérence réelle, la cadence des adultes, donc tout ça, vous connaissez ça très bien dans les lieux d'accueil, mais c'est autant d'items très intéressants à reprendre en travail d'équipe pour pouvoir effectivement travailler toutes ces notions qui sont acquises quelque part, mais qu'on oublie peut-être dans le principe de réalité. Et puis, des facteurs identiques, même jeu, même lieu, une liberté motrice facilitant l'exploration, les paroles des adultes, où on va maîtriser cette parole des adultes, et on va renforcer le capital de sécurité affective indispensable pour apprendre en toute sécurité. Jusque-là, tout ça, ça va. Vous allez me dire, mais pourquoi il y a cette pompe à essence là sur le côté? En fait, simplement parce que l'espace de quelques secondes, je vais me permettre de vous comparer à une pompe à essence, parce que avec le contact, on crée de l'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone de bien-être. Elle peut être voilà, décompensée, j'ai envie de dire, par le cortisol qui est l'hormone de stress. Bon, donc, quand l'enfant est en situation de stress, c'est le cortisol qui prend le relais. Et quand effectivement l'enfant se calme, c'est l'ocytocine voilà, qui tempère et qui est cette hormone de bien-être. Cette hormone de bien-être, elle se crée au contact de l'adulte, avec le pot à pot. Le pot à pot, c'est-à-dire que dès que je touche, que je prends la main, je caresse la joue de l'enfant ou l'enfant met sa tête dans mon cou, fait un câlin, ce pot à pot, entre sa peau à lui et la mienne, crée de l'ocytocine, mutuelle du reste. Hein. On crée de l'ocytocine chez l'enfant, mais on en crée aussi chez nous. Et donc, vous avez ces enfants qui viennent au contact pour refaire le plein d'ocytocine, et ben, comme une toute petite voiture, en fait, une fois qu'il a fait le plein, hop, il se lève et puis voilà, il circule et il va découvrir le monde qui est autour de lui. Et vous avez, comme les petites voitures, des gros consommateurs d'ocytocine, c'est-à-dire l'enfant qui se lève et qui, à quelques centimètres de vous, se met à pleurer et a besoin de revenir à votre contact. Et puis, vous avez des enfants qui, effectivement, sont tout à fait autonomes et prennent voilà, ce plein d'ocytocine, peut-être avec papa et maman le matin, certainement avec vous dans la journée, mais ils viennent au contact et puis ils repartent et ils sont dans l'exploration de leur environnement. Donc le doudou, lui, sert un peu de jerrycan dans ces cas-là. Et ce doudou va effectivement rassurer et créer aussi de l'ocytocine, de moins bonne qualité, j'ai envie de dire, que le contact peau à peau. Mais en tout cas, il est là aussi pour rassurer. Et ce petit jerrycan de sécurité affective, il est important de l'avoir toujours à disposition, ce qui veut dire qu'effectivement, les doudous restent à disposition, c'est important. Alors, au-delà de cette sécurité affective physique, hein, donc bien sûr que bon, l'enfant sécurisé devient intelligent, il y a les adultes, oui, qui sont dans cette posture et ces attitudes qui sont incontournables pour donner du sens au respect de l'enfant. Alors là, c'est toute la charte qui est travaillée depuis des années. Moi, ça fait très longtemps que je travaille sur la notion de douce violence avec toutes ces attitudes qui ne sont pas adaptées, qui sont voilà, et qui mettent l'enfant un peu beaucoup en porte-à-faux. Et donc, on a essayé de décrypter dans les postures incontournables toutes ces postures pour lesquelles, en fait, il n'y a pas de négociation possible dans les équipes. On sait qu'il faut se mettre à la hauteur de l'enfant pour lui parler en le regardant. On ne va pas le forcer, on va laisser sa part d'autonomie, on va maîtriser la parole au-dessus de la tête des enfants, on va verbaliser nos actes et les anticiper. On va éviter d'interrompre l'enfant, laisser les doudous à disposition, appeler l'enfant par son prénom, ce qui permet aussi de reconnaître son identité. Il est en pleine construction de son identité. Se centrer sur le moment présent, ne pas étiqueter l'enfant, sa famille.
éviter les comparaisons, croire en l'enfant et en ses compétences, définir des objectifs raisonnables, encourager l'enfant, valoriser l'effort de l'enfant et positiver l'erreur. Toutes ces items-là et toutes ces attitudes, en fait, elles découlent des valeurs professionnelles communes. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'une fois que vous avez, voilà, vous avez pris connaissance de cette charte, en fait, c'est de découper tous les items de cette charte. Et puis, en ouverture de réunion, en fait, vous piochez au hasard et vous piochez, vous en prenez un et puis vous lisez en disant, bon, voilà, par exemple, éviter d'interrompre l'enfant. On en est où? Est-ce qu'à certains moments, c'est plus compliqué? Pourquoi? Pourquoi parfois on sent que ça n'est pas possible de ne pas l'interrompre? Qu'est-ce qu'on fait pour pallier à ça? Qu'est-ce qui fait que ces items-là, ils prennent un sens réel dans les principes de réalité dans lesquels vous vous trouvez. Donc ça, je pense que c'est effectivement très intéressant. Alors, il y a quelques points de repère pour clôturer et pour comprendre un petit peu comment ça se passe. D'abord, il faut accepter que sa perception du monde ne soit pas la nôtre. Donc, l'enfant ne perçoit pas le monde comme nous. Accepter que l'enfant ne prémédite rien et qu'il perçoit le monde dans un ici et maintenant. Donc, retour sur la pleine conscience. C'est intéressant, puis c'est intéressant de travailler aussi pour nous adultes. Concevoir que le mouvement permette à l'enfant de comprendre le monde qui l'entoure. Ce mouvement, il bouge tout le temps. Et quand effectivement on observe un groupe d'enfants de moins de 3 ans ou même jusqu'à 4 ou 5 ans, ils ont besoin de bouger. À ce propos, on a fait une expérience, une observation très intéressante en faisant une journée sans chaise. Alors on a eu la journée sans montre, hein, on a retiré les pendules pour voir comment l'adulte justement se repérer lui-même sans les pendules. Et puis on a fait une journée sans chaise. Où les enfants, oui, ont mangé debout ou assis par terre. Extrêmement intéressant parce que là, on est sur des points de bascule par rapport aux limites de chacun. On a eu des discussions très animées. N'empêche qu'aujourd'hui, les activités dans cette collectivité-là ne se font plus avec des chaises. Les enfants sont debout devant les tables. Regardez ce que l'enfant nous montre, donc sans interprétation et factuellement, puisque lui est dans cette découverte, dans cette tempête sensorielle et dans cette découverte du monde, en fait, qu'est-ce qu'il nous montre et quels sont les indicateurs et les indices que l'on a pour comprendre que ça se passe bien pour lui ou ça se passe moins bien. Qu'est-ce qu'il a envie de nous dire alors qu'il n'a pas le langage parlé? Qu'est-ce qu'on décrypte? Et ça, vous savez très bien le faire avec talent. Il faut juste prendre le temps de se dire, je regarde et je n'interprète pas factuellement qu'est-ce que je vois. Et ça, c'est le cœur vraiment de mes observations, en fait. C'est de m'arrêter à ce que je vois sans qu'on m'ait dit, oui, ce matin, il a mal dormi, ça s'est mal passé, le week-end, il l'a passé, j'en sais rien, chez les grands-parents et ça s'est pas bien passé, ils sont rentrés tard. Enfin, non, j'ai aucune information, ni d'avant, ni encore plus avant, c'est-à-dire d'étiqueter un enfant comme un enfant perturbateur, un enfant difficile, un enfant... J'ai aucune information et factuellement, je livre cette observation et les professionnels se rendent compte que parfois, il y a des décalages en fait sur l'interprétation de ce ici et maintenant. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et puis, bien sûr, cultiver notre devoir d'optimisme pour que, malgré des situations qui sont très compliquées aujourd'hui et qui, voilà, on ne sait pas trop encore comment les choses vont s'organiser, d'être optimiste avec ces tout petits qui demandent de l'adulte une disponibilité et voilà, un sourire sur la vie, sur leur organisation. Donc, soyez cohérents, sécurisants pour que chaque enfant puisse découvrir le plaisir d'apprendre, le plaisir de se laisser surprendre dans des découvertes intellectuelles, émotionnelles et cognitives. Et vous êtes garant de ça, mais j'ai aucun doute sur le fait que tout le monde a de nombreux talents pour le faire et pour y arriver. Voilà, je vous remercie et merci pour eux aussi.